Je crois qu'il faut demander aux Irlandais, d'abord, quelles sont les raisons de leur non. Alors on voit déjà un certain nombre de questions qui les ont poussés à rejeter ce traité de Lisbonne. Il y a, je crois, la question de la neutralité qui posait un problème. Ils avaient déjà négocié à plusieurs reprises des exceptions de cette nature. Il y a aussi une question plus générale sur les valeurs portées par l'Union européenne et la manière dont elle les fait respecter. Je sens qu'en matière d'avortement, de mœurs, d'éthique, il y a une petite incompréhension entre les Irlandais et l'Union européenne. Ils ont manifesté une crainte qu'on leur impose un modèle de société, ce qui n'est pas le cas ni le but de l'Union européenne. Il y a enfin, plus certainement, une inquiétude générale envers les politiques de l'Union européenne. Ils ont beaucoup profité de la solidarité européenne. La balance entre ce qu'ils ont payé et ce qu'ils ont reçu depuis 1973 est très exactement de 58 milliards d'euros. Donc les Irlandais pensent que ça ne va pas continuer. Ils ont raison, car il y a d'autres priorités dans l'Union européenne. Et enfin, dernier point, je crois qu'ils pratiquent une forme de dumping fiscal peut-être légitime pour attirer, au moins au départ, un certain nombre d'activités économiques et de services sur leur territoire, dont ils ont très peur que dans un grand marché, elles ne soient plus conformes à la règle qui veut qu'on harmonise peu à peu les fiscalités. L'Union européenne est dans une phase de transition. Elle est d'abord économique, organisée sur le mode de la coopération entre les États membres, diplomatique donc, mais elle commence à devenir politique, avec un Parlement européen qui légifère, avec une commission qui légifère, et même un Conseil des ministres qui fait des lois européennes. Donc elle est dans cette phase transitoire, pas encore tout à fait politique et encore diplomatique. Au titre de la diplomatie, chaque traité doit être ratifié par chaque État membre selon ses procédures propres. Malheureusement, l'Irlande avait encore l'obligation, pour un traité très compliqué qui ne le justifiait pas, d'interroger par référendum les Irlandais. On a vu en France, à d'autres époques, que lorsqu'on soumet plusieurs types de questions ou des textes un peu illisibles, et forcément illisibles parce que ce sont des traités juridiques qui engagent les États, quand on les soumet au peuple, on n'a pas, et ils ne répondent pas toujours à la question qui est posée. Et donc, il n'empêche que tous les États membres ont le droit de se prononcer, et que ce n'est pas le vote de l'Irlande qui saurait interrompre le processus. Tout le monde a le droit de se prononcer. Les Britanniques l'ont d'ailleurs rappelé, continuent à ratifier, à examiner ce texte, qui en fait est une réforme des institutions européennes pour les rendre plus démocratiques, plus transparentes, qui répond donc à une partie de la question que vous posez. Et puis ce n'est qu'à l'issue de ce processus qu'on verra s'il y a des impossibilités pour tel ou tel membre de l'Union européenne, et qu'on pourra dire si on continue, si on ne continue pas, si on peut avoir des statuts particuliers. Il y en a déjà au sein de l'Union européenne. Il y a des États qui ne sont pas membres de l'euro, il y a des États qui ne sont pas membres de Schengen. Voilà comment se présente la situation. Ce n'est donc pas une crise de plus, c'est une difficulté supplémentaire, mais ça fait partie, à mon avis, de la nature de l'Europe. Non, je crois que la France a préparé un programme de travail sérieux et qui ne sera pas gêné dans son application et son déroulement par la situation créée par le non irlandais. Alors, il y a 4 sujets sur la table qui sont déjà largement examinés par les institutions européennes. Ce fameux paquet énergie, environnement, climat. Vous savez que la Commission européenne a fait une proposition ambitieuse de législation européenne qui doit donc rencontrer l'accord des États puis du Parlement européen. Donc la France hérite de ce processus déjà engagé.
Elle a souhaité le mener à terme avant la fin de l'année. C'est une ambition très forte et légitime, difficile. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont déjà mis d'accord sur une partie de ces dispositions, ce qui est un très bon travail. Et si l'Europe peut avoir un accord politique avant la fin de l'année 2008 sur ce qu'elle veut comme législation contre les émissions de CO2, pour une économie plus durable, pour une sécurisation de ses approvisionnements énergétiques, je crois que ce sera un très grand acquis de la présidence française et je ne vois pas, traité de Lisbonne ou pas, qui peut être contre. Il en va de même du pacte européen sur l'immigration proposé par Brice Hortefeux, sur lequel il travaille depuis de longs mois. Il s'agit d'avoir une harmonisation des conditions d'asile, d'immigration, de lutte contre l'immigration clandestine en Europe. Ça me paraît être complètement déconnecté de l'actualité institutionnelle. C'est un risque non négligeable. L'Europe est déjà à plusieurs vitesses, dans des proportions qui commencent à devenir inquiétantes. Vous savez que, par exemple, dans le traité de Lisbonne, la Pologne et le Royaume-Uni ont refusé d'appliquer la Charte des droits fondamentaux. C'est la première fois que ça arrive. Ils ne sont pas, le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro, ni dans Schengen. Donc, le risque, c'est qu'un noyau dur veuille avancer plus vite. C'est à la fois un risque, mais à la fois une chance, car on a vu dans le passé que des accords comme ceux de Schengen, libre circulation des personnes, avaient commencé à 5 pour se terminer à 24, ou que l'euro aussi a commencé à 11 pour aujourd'hui compter 15 membres. Donc risque, potentialité. Je crois que le mot d'ordre de Nicolas Sarkozy, qui consiste à dire ceux qui veulent avancer ne doivent pas être empêchés par ceux qui veulent toujours freiner, va être remis au goût du jour et que certainement il va y avoir des évolutions intéressantes et nouvelles.